Docteur Moussa Moïse Diagne, chercheur responsable, agent du centre collaborateur OMS pour les abrovirus et virus de fièvre hémorragique, responsable de la plateforme de génomique de l'Institut Pasteur de Dakar. Bonjour docteur, Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. le plaisir est partagé. Alors nous parlons de cette maladie qui ne cesse de parler d'elle, l'antavirus, et nous voulons savoir un peu plus qu'est-ce que l'antavirus? Les antivirus, c'est un groupe de virus qui sont transmis par les rongeurs. L'être humain est infecté lorsqu'il est en contact avec tout ce qui est matériel ou aérosol qui est contaminé par des urines, des selles de rongeurs infectés. La contamination essentiellement se fait de rongeurs à humains, même si on note là, et dans c'est le cas de Landes virus, d'une transmission d'homme à homme qui est cependant très limitée. Donc voilà, c'est vraiment un rongeur, un virus qui est transmis donc du rongeur à l'homme par des phénomènes indirects de contamination au niveau de l'environnement. Et comme toute autre maladie, il y a des symptômes. Et quels sont les symptômes de cette maladie-là? Alors, ce sont des symptômes typiques des maladies, des infections virales classiques hein, au départ. Donc, tout ce qui est fièvre, maux de tête, etc. Là, il y a quand même une spécificité. L'infection, lorsqu'elle commence, est très rapide après. Donc, en gros, au moment de l'infection et le début de la symptomatologie, on a vraiment une dégradation assez rapide de, de l'état du patient avec donc des œdèmes pulmonaires qui peuvent arriver, quelquefois aussi des atteintes rénales pour certains groupes d'antivirus. Et donc c'est ainsi que on constate qu'il y a vraiment une particularité en termes de symptomatologie qui est rapide, qui peut progresser rapidement avec des atteintes pulmonaires assez rapidement. Donc ça va forcément être très similaire à beaucoup d'infections virales. C'est pour ça qu'il faut nécessairement avoir un contexte d'exposition qui est important, où la personne a séjourné, est-ce qu'elle a été exposée à un groupe spécifique de rongeurs, une espèce spécifique de rongeurs, et connaître la clinique un temps soit peu pour mieux orienter. Et bien sûr, il faut les tests de laboratoire qui vont bien sûr donner le résultat final. Nous voyons que cette maladie peut être confondue à d'autres maladies présentes en Afrique comme Ebola ou encore Covid-19 ou la fièvre Lassa. Peut-on avoir plus d'explications? Alors, typiquement pour la comparaison avec l'ASA, qui est vraiment un peu plus flagrante, hein, parce que ce sont deux virus qui sont transmis par des rongeurs. Et de ce point de vue, l'ASA a, contrairement à ce que je disais pour les antivirus qui ont une évolution assez rapide en termes de symptomatologie, le virus Lassa, lorsqu'il infecte l'homme, connaît une évolution, on va dire, graduelle de la symptomatologie. Le patient commence par la fièvre, après des problèmes, des douleurs au niveau abdominal, et lentement va progresser vers des œdèmes au niveau du visage, des saignements après, et dans les pires des cas, des hémorragies. Mais là, c'est vraiment très graduel, contrairement à la fièvre à hantavirus qui, elle, est extrêmement plus rapide. Donc, c'est la seule vraie différence. Hormis cela, il faut vraiment un diagnostic laboratoire et le contexte épidémioclinique pour distinguer les deux infections. Et pour Ebola, c'est également une fièvre hémorragique, pas transmise par les rongeurs, ce qui peut aider dans un contexte qu'on connaît, qu'on maîtrise. En tout cas, le réservoir pour Ebola n'étant pas encore très bien maîtrisé. Et pour la COVID, c'est vraiment un virus respiratoire qui peut être transmis beaucoup plus facilement, comme la grippe par exemple. Et donc la symptomologie, et pour la COVID, il n'y a définitivement pas de fièvre hémorragique, heureusement. Donc la différence, elle est très minime. Oui. Hmm. Alors les autorités africaines disent alertent déjà sur des cas. Pourquoi nos autorités sanitaires africaines commencent-elles déjà à tirer la sonnette d'alarme alors qu'aucun cas n'a été détecté sur le continent? Est-ce que nous sommes dans une logique de prévention? Ah, tout à fait. Je pense que, de deux choses, de deux réactions, vaut mieux donc la surestimation du risque, ça c'est clair. Mais en aucune façon, il faut vraiment paniquer. Donc, il est important d'être préparé. Et c'est ce que les acteurs majeurs de la santé publique, comme l'OMS ou l'Africa CDC, prônent. La préparation des systèmes sanitaires à toute éventualité. Ben, en état des lieux, tous les contacts de ce bateau, de ce navire ou
commencé l'épidémie Mm. sont maîtrisés dans la grande majorité. En Afrique, il n'y a que 3 pays qui sont concernés par des contacts ayant été de près ou de loin touchés par des personnes, on va dire, confirmées. Et ces personnes sont suivies. Et aucun de ces contacts ne se retrouve en Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc le risque est très 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 bas, on va dire. Donc modéré, on va dire modéré à bas, d'après ce que dit l'OMS. Et c'est pour cela qu'il faut être donc calme. Il faut être rassuré des mesures que prennent les acteurs de la santé publique, mais aussi prudent. Et aussi, il faut une bonne communication de comment se transmet ce virus et quelles sont les mesures à prendre pour éviter le plus possible les risques de transmission. Et cela m'amène à ma prochaine question. Quelle est la situation actuelle? Alors, à l'instant T, on va dire qu'on a dénommé 11 cas confirmés au virus Andes. En Afrique. En Afrique, on a 0 cas. Mm. Et donc, Donc, disons, dans le monde, dans le on a monde, 11 cas. 11 cas dans le monde identifiés, et c'est des gens qui étaient essentiellement au niveau du navire. Donc, on n'a pas de rapport clair, donc on n'a clairement pas de cas de contacts qui ont maintenant été confirmés en Afrique. Non. Et cela ramène au fait que donc, le risque est maîtrisé. On suit ces contacts et actuellement, il n'y a donc aucun cas en Afrique confirmé. Et ces cas-là, dans tous les cas, ces cas contacts qui sont actuellement donc en surveillance par les autorités des différents pays sont bien surveillés et pour contenir le risque. Donc là, vraiment, c'est le message clé. Non à la panique parce que toutes les voies potentielles de transmission du virus ont pour le moment été bien circonscrites. L'Afrique n'est pas un continent isolé. Est-ce que ces cas contacts-là peuvent rentrer en contact, permettez la tautologie, d'autres personnes et provoquer peut-être une contamination? Alors oui, justement, et c'est là l'importance et l'unicité, le cas unique de cette épidémie, on va dire, c'est que c'est un cluster qui a commencé au niveau d'un bateau et ça a vite occasionné la collaboration internationale. Donc là, à l'instant où on parle, l'Institut Pasteur de Dakar travaille avec d'autres labos pour les analyses génomiques du virus, par exemple, mais de la même façon, l'OMS, dans ces différentes régions, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, travaille de concert. Africa CDC est connecté à tout cela aussi, pour essayer de mieux contrôler les voies et passages des contacts. Ces contacts-là, maintenant, connaissent les règles. Ils ne peuvent pas, malheureusement, pour eux, se déplacer en dehors d'un certain périmètre. Ils sont vraiment suivis pour ne pas qu'il y ait donc de risque, et cela pour une période bien déterminée. Donc, non, le risque d'avoir maintenant un contact à l'instant T qui pourrait voyager dans un écosystème comme l'Afrique, à l'instant T, est quasiment nul. Oui. Et ces rongeurs, porteurs du virus, peuvent se retrouver en Afrique ou sont déjà là? Alors, la spécificité, c'est que chaque hantavirus a une espèce, on va dire, de rongeur qui lui est particulière. Le virus Andes, par exemple, a pour réservoir le rat pygmée. Ce rat pygmée est inféodé à l'Amérique latine. On ne le retrouve pas en Afrique. Et donc, le réservoir qui permet d'amplifier le virus n'est pas en Afrique. Ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas de rongeurs qui portent des hantavirus. Alors, parce que l'Afrique n'est pas, on va dire, hantavirus free. On a donc eu des signaux qui montrent qu'il y a des hantavirus en Afrique. Ça a déjà été rapporté depuis longtemps. On a même rapporté des cas d'un virus Séoul au Sénégal chez des rongeurs, de même qu'au Bénin, dans différents pays, au Nigeria et dans d'autres pays, il y a eu des rapports de populations animales qui ont identifié des espèces d'hantavirus. Mais aucun rapport de transmission de rongeurs à l'homme a été effectué. Tous ces hantavirus africains ne sont pas connus comme étant infectieux pour l'homme pour le moment. Et les rares qui sont connus qui ont déjà été rapportés comme ayant une infection n'ont été que chez les animaux. Donc oui, il faut encore continuer la recherche pour comprendre quel est le potentiel risque réel. Mais en état des lieux, en Afrique, il y a des hantavirus, des signaux en tout cas d'hantavirus, surtout des traces sérologiques, mais aucune on va dire, preuve d'infection, de cas humains avérés en Afrique. Vous avez parlé de recherche. Quels sont ou est-ce que les systèmes de santé en Afrique sont prêts ou capables à détecter ou sinon à anticiper sur le virus? Parce que nous voyons déjà qu'il y a des recherches sur le vaccin. Qu'en est-il de l'Afrique ou des systèmes de santé en Afrique?
Alors, l'Afrique est de façon quasi systématique et permanente challengée contre les fièvres hémorragiques virales. On a eu, il y a quelques années, la plus grande épidémie d'Ebola qui a Mm. été en Afrique de l'Ouest. On a chaque année des émergences du virus Lassa. Au Sénégal, nous avons eu la fièvre de la vallée du Rift qui a frappé le pays, le Crimée-Congo, aussi en Mauritanie, au Sénégal et par ailleurs. Donc, on a une grande résilience par rapport à ce type d'affection parce que nous avons maintenant un système de préparation et de surveillance maintenant qui est très adapté au contexte des fièvres hémorragiques virales. Donc, le fait d'avoir été exposé à tant de fièvre hémorragie virale a fait que le système maintenant est rodé, entre guillemets, et maintenant permet de mieux identifier ces infections. C'est une première chose. Pour Mm. les hantavirus, donc c'est vrai, c'est là peut-être la voie d'amélioration. Il n'est pas systématiquement inclus dans le portfolio de diagnostic. À l'Institut Pasteur de Dakar, nous l'avons depuis des années. Et il y a donc lieu d'améliorer et de rendre ce diagnostic un peu plus large, effectivement. Mais en tant que centre collaborateur OMS, centre d'excellence, il y a au moins en Afrique de l'Ouest un centre qui peut permettre ce diagnostic de façon efficiente et rapide, comme nous l'avons montré il y a quelques jours avec cette infection d'Andes, où on a eu en Afrique au moins 2 labos, un en Afrique du Sud et au Sénégal, qui ont pu identifier ce virus assez rapidement. Au Sénégal, en moins de 24 heures après la réception des échantillons. Donc, les systèmes sanitaires sont prêts. En termes de préparation aussi, en termes de prophylaxie des vaccins, l'Institut Pasteur de Dakar se positionne également dans la production de vaccins. Et il y a donc aussi un laboratoire CEPI pour l'évaluation de vaccins. Et ces vaccins, donc, il y a des vaccins qui sont en différentes phases de préparation, peuvent être également testés et l'Institut Pasteur peut être une des institutions qui pourrait évaluer cela pour la région. Mm. Y a-t-il des mesures de prévention des populations ou que les populations peuvent adopter dès maintenant pour limiter un tant soit peu le risque de contamination? Euh, alors, je dirais que ce sont des mesures assez simples. On va parler d'hygiène, simplement. Alors, on a parlé de virus qui sont transmis par les rongeurs. De ce fait, il est important de savoir qu'on a deux façons de voir. On a donc dans le domaine, on va dire, rural, Mm. le mode d'exposition va être lorsqu'on fait donc de l'agriculture, lorsqu'on dort dans des zones où il y a des rongeurs, et ces rongeurs, on ne sait pas s'ils peuvent être infectés ou pas. Mm. Donc, il faut aussi voir comment on conserve sa nourriture. Donc, il faut qu'on soit donc dans des espaces qui peuvent éviter que les rongeurs puissent être attirés par cette nourriture et puissent les souiller éventuellement. Donc, c'est ces mesures-là simples au niveau rural, au niveau urbain, c'est surtout au niveau donc des ports, des marchés, des caniveaux qu'on peut retrouver donc des populations de rongeurs de façon assez intensive. Et donc, il faut voir comment gérer les déchets, la gestion des déchets pour éviter donc ces contaminations. Après, comme on l'a dit, les hantavirus se transmettent par des poussières ou des aérosols qui sont contaminés par des féces ou des urines de rongeurs infectés. Et pour cela, avant tout nettoyage, il faut donc mouiller, on va dire, les surfaces avant le nettoyage, afin qu'on évite toute vaporisation donc, de la poussière. Ce sont Mm. ces mesures simples qui permettront d'éviter toute contamination éventuelle. Mais dans le cas de Andes, en plus, comme c'est le seul pour le moment hantavirus Mm. qui fait une transmission entre humains, c'est le seul, il faut avoir dès qu'on ressent une suspicion de symptomatologie, il faut avoir un rapport, Un un réflexe? réflexe de pouvoir le signaler assez rapidement Ouais. et ne pas paniquer. Et heureusement, la prise en charge rapide permet donc de gérer facilement ces cas. Donc, le plus tôt on est détecté, le mieux on a de chance, le plus on a de chance d'avoir une conclusion positive. Mm. Alors, sur ce point, est-ce que ceux qui vivent dans les zones rurales peuvent être ou sont beaucoup plus exposés que ceux qui sont dans les zones urbaines? Ah non, non, là, ça va être assez dépendant des contextes et ça va être dépendant de la population de rongeurs qui est déjà présente à ce niveau-là. Dans les zones d'urbanisation, on sait que les rongeurs aiment bien les zones en construction Mm. parce que là, il y a beaucoup de fragmentation de l'écosystème. Dans la zone rurale, on a l'agriculture qui peut aussi attirer les rongeurs. Donc, c'est assez relatif et difficile à évaluer à quel point les populations rurales sont plus à même
d'être plus exposés et on doit compter avec cela la saisonnalité. Il Mm. est important pour ça aussi de faire une surveillance sur le long terme pour voir la saisonnalité des populations de rongeurs et faire un overlap, un match avec la circulation des hantavirus dans des différents pays ou régions. Ça amène à la recherche, bien sûr. Donc, cette réponse nécessite encore davantage de recherche et je pense qu'avec la situation actuelle, ça va booster la recherche sur les hantavirus qui étaient pour le moment un peu laissés à côté du fait des infections à Lassa, à Ebola ou à la fièvre de la vallée du Rift qu'on avait eu ces dernières années. Mm. Le monde, je dirais, sort d'une crise, la crise Covid. Est-ce que, ou quelles sont peut-être les conséquences à tirer, ou que l'Afrique ou que le monde peut-être tirer pour pouvoir anticiper sur cette maladie-là? Alors, je pense que Covid a été un tournant à bien des niveaux, sur bien des facettes, aussi bien positivement que négativement. Alors, pour ce qui a été de la préparation, les niveaux de préparation des laboratoires, maintenant, il y a eu, après Covid, une nécessité que tous les laboratoires à différents niveaux puissent être prêts à répondre, et selon leur capacité. Et c'est ce qui a été fait. Ce qui a amené justement à la réponse rapide, donc notamment pour Andes ou en Afrique, mais également en Europe et dans différents pays, les labos ont pu répondre et diagnostiquer une pathologie qui n'est pourtant même pas retrouvée dans leur sillage. Donc c'est vraiment le niveau de préparation où le monde est un village planétaire. Tout le monde doit Mm. être prêt à répondre en même temps et à pouvoir répondre de façon rapide et efficace. Et ça a été une preuve. Je pense que c'est un test grandeur nature qui a été cet événement du virus Andes, parce qu'il a montré que en Afrique, mais également en Europe, en Amérique latine, en même temps, on peut tous détecter le même pathogène, ainsi bien qu'en Asie. Donc, je vais dire, ça a été vraiment un tournant. Covid a permis cela. De pouvoir voir la notion de standardisation des méthodes, de démocratisation des tests de diagnostic et pouvoir répondre de façon assez rapide et coordonnée. Et ça a été vraiment un succès ici parce que des équipes sont en train de collaborer de façon à un niveau international pour cette réponse. Mm. Docteur Moussa, vous êtes à l'Institut Pasteur. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que l'Institut fait dans ce sens-là? Alors, au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar, l'action se fait à différents niveaux. Donc, Mm. nous sommes donc centre collaborateur OMS pour les arbovirus et virus de fièvre hémorragique. Donc, on a pour mandat d'assurer la surveillance de ces affections arbovirales, fièvre hémorragique virale, à niveau national, mais également au niveau régional, appuyer les labos en termes de confirmation diagnostique. Ça, c'est une première chose qu'on fait. Une seconde, En second lieu, nous avons également des programmes où nous mettons en place des programmes d'approche syndromique. Donc, nous ne ciblons pas un virus, nous ciblons des syndromes. Donc, nous avons des syndromes grippaux, un syndrome grippal, syndrome arboviral, diarrhéique. Et nous avons donc de chaque portfolio de syndromes, différents pathogènes qui peuvent être ciblés en même temps. Et nous arrivons avec ces packages dans différents pays. Nous avons des programmes qui couvrent environ une douzaine de pays en Afrique de l'Ouest pour implémenter de façon assez efficace cette approche syndromique qui a donné beaucoup de succès au Sénégal et déjà un certain nombre de succès dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. À la fin, l'idée est que d'avoir une Afrique de l'Ouest solide avec un réseau de laboratoires, un réseau de sites sentinelles qui permet de détecter tout événement de santé publique, ne serait-ce que minime, et être prêt à répondre. Et c'est ce qui arrive avec notre système Waril, notamment, qui est appuyé notamment par beaucoup de bailleurs que nous remercions, et qui permettent vraiment de mettre en place ce programme d'approche syndromique. Et en autre lieu, ce sera le niveau de la vaccination. Et pour la vaccination, nous sommes là maintenant en termes de producteurs de vaccins et également d'instituts qui testent les vaccins qui sont mis en place dans un réseau de laboratoires internationaux et qui permet donc la standardisation des méthodes d'évaluation des vaccins pour être sûr que les populations utilisent des vaccins qui sont validés, accrédités et sûrs. Donc voilà, c'est en gros une partie des choses que nous faisons en termes de diagnostic, de prophylaxie et de surveillance. Mm. Docteur Moussa Moïse John, nous tendons vers la fin de notre entretien. Y a-t-il un mot, un conseil à donner? Alors, juste simplement pour la situation actuelle, j'invite la population
à garder le calme, à être confiante en ces institutions au niveau ministériel, au niveau des organismes tels que l'OMS, l'Africa CDC, l'OAS, pour être garant que toutes les mesures ont été prises pour protéger la zone ouest africaine, mais également l'Afrique dans sa globalité, et que le risque à l'heure actuelle est vraiment minime. Tous les contacts, 99,9% des contacts sont couverts à l'instant T, et peut-être 100% maintenant. Donc, toutes les mesures sont prises pour être certain que les populations puissent vaquer à leurs occupations. Donc, il faut suivre les mesures de prévention pour éviter les contaminations éventuelles, des mesures d'hygiène basiques, bien sûr. Les contacts sont bien sûr contrôlés et n'entrons pas en contact avec les populations de façon assez aléatoire, non. Et Est-ce que faut-il ramener les masques, le port des masques? non, non, je pense que là, on est à ce niveau-là, ce n'est pas des ports de masque focus sur les Andes. Non, non, Mm. parce que encore une fois, les cas contacts ne sont pas dans la population. Ils ne seront pas, il n'y aura pas de moyen de transmission de ces cas contacts, du virus, de ces cas contacts vers la population, car ils sont très bien suivis. Donc, Mm. non, non, je pense que là, mais par contre, les mesures d'hygiène habituelles peuvent être prises. Le port du masque est une bonne chose, hein, dans l'absolu, mais pas spécifiquement pour Andes. Et D'accord. donc, il ne faut pas paniquer. Il faut juste s'assurer que nous, population africaine, sommes actuellement en train d'être préparés pour toute affection et que les populations africaines peuvent vaquer tranquillement et sereinement et suivre aussi l'information et la bonne information. La bonne information, nous l'avons vécu en temps de Covid, où il y a eu plusieurs communications autour de cette maladie-là. Ok. Docteur Moussa Mouezdiagne, chercheur responsable adjoint du Centre collaborateur OMS pour les abrovirus et virus de fièvre hémorragique, responsable de la plateforme de génomique de l'Institut Pasteur de Dakar. Merci d'être passé dans nos studios. Merci, c'était un vrai plaisir. Plaisir partagé donc. Et nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, sinon de cette interview.